Il paraît qu'on est dans la cour de l'ancienne prison. Oui, d'ailleurs, on va fermer les portes. J'espère que vous avez prévenu tout le monde. Pour les oranges, ce sera juste à l'entrée là-bas, et puis pas plus. Vous avez les livres. Ah bah oui, donc en fait, vous pouvez passer des mois ici. Il y a de l'occupation. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première rencontre littéraire du festival Là-bas vu d'ici 2025. Vous êtes encore très nombreux au rendez-vous, ça fait plaisir à voir. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Cédric Gras. Merci d'avoir accepté notre invitation en tant qu'invité d'honneur. Bienvenue. C'est un honneur d'être un invité d'honneur. Alors Cédric, vous êtes géographe de formation. Vous avez publié une dizaine de livres, dont Les alpinistes de Staline, qui a reçu le prix Albert Londres en 2020. On va surtout parler du dernier livre, Les routes de la soif, paru aux éditions Stock en début d'année. Et je tiens à préciser qu'on a de la chance d'avoir le livre avec nous aujourd'hui, parce qu'il était, la première édition a été épuisée, la réimpression était prévue pour septembre, et grâce au festival Là-bas vu d'ici, la réimpression a été avancée. Donc je tiens à préciser que le Vigan monte en grade chez les éditeurs parisiens. Les éditeurs parisiens qui doivent désormais détester le Vigan pour les avoir dérangés en plein mois d'août. Au plein mois d'août, c'est ça. Alors avant d'écrire des livres, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez notamment voyagé en Himalaya et en Amérique du Sud. Et au début des années 2000, vous avez contribué à la création, ou vous avez créé des alliances françaises en Russie et en Ukraine. Est-ce qu'on pourrait revenir un tout petit peu sur cette histoire de création d'alliances françaises dans ces zones-là ? Oui, moi j'étais parti sur des destinations assez classiques pour ma génération, avec un guide du routard, les sacs à dos, beaucoup l'Amérique du Sud, beaucoup l'Himalaya parce que j'aimais la montagne. Et puis un jour j'ai voulu découvrir un petit peu ce qu'on appelle l'ex-URSS. Et j'ai fini par y rester étudier en Sibérie. Et puis c'était l'âge où il fallait aussi trouver un travail. Alors j'y suis resté travailler et il s'est trouvé qu'il y avait des places à prendre que personne ne voulait prendre, notamment au ministère des Affaires étrangères. Et alors il y avait une alliance française qui se créait à Vladivostok, où j'étais déjà installé parce que j'enseignais là-bas déjà à l'université, mais en tant que professeur russe. Et voilà, je me suis resté là-bas 2 ans, 3 ans. Après, j'étais à Moscou pour commencer une thèse à l'Académie des sciences que j'ai jamais achevée. Et après, j'ai repris du service pour le ministère au Donbass, tristement connu aujourd'hui. Voilà, c'était ma vie professionnelle, celle telle qu'on l'entend d'habitude. Et puis après, j'ai décidé de... Oui, parce que c'est bien connu, écrivain, c'est pas un vrai métier. C'est pas facile d'en faire un vrai métier, on va dire ça comme ça. Je ne sais plus qui a dit qu'écrivain, on pouvait se proclamer écrivain quand on mettait ça sur sa feuille d'impôt. Voilà. Et avant de mettre ça sur sa déclaration, il faut gagner suffisamment pour avoir quelque chose à déclarer. Donc je me suis lancé là-dedans, dans cette aventure. En réalité, là on est là pour parler d'un livre, mais aujourd'hui, écrire, quand on n'est pas dans le top 10 des ventes annuelles, ce qui n'est pas mon cas, de loin, ça veut dire écrire sous toutes ses formes, pour plusieurs médias, plusieurs formes d'expression. Je fais un petit peu d'écriture pour l'audiovisuel. Peut-être que vous étiez hier au documentaire à la projection du film qu'on a fait pour Arte. Alors il faut venir demain pour le 2e épisode. Donc voilà, c'est une forme d'écriture, faire du scénario, écrire pour du documentaire. Il y a le livre, il y a la presse évidemment. Puis la presse, c'est toute une gamme. Ça peut être de brefs articles ou de longs reportages, même si on a de moins en moins. Donc voilà, auteur sous toutes ses formes. Et alors, ces expériences en Russie, c'est de là que vient votre connaissance du russe, ou est-ce que c'était antérieur à ces séjours ? Non, je l'ai appris là-bas, oui. Alors j'aurais pu, parce que dans mon lycée, il y avait le russe en langue 3. Et à l'époque, je ne savais pas que j'irais là-bas, sinon j'aurais commencé à me préparer. Ce qui m'aurait évité quelques quiproquos. Mais non, c'est sur place, tout à fait. Et aujourd'hui, vous vous intéressez particulièrement aux pays qu'on dit en STAN, ou les anciennes républiques de l'URSS. Alors, c'est des pays qu'on met souvent dans le même panier, alors qu'ils sont très divers. Ils n'ont pas la même culture, la même religion. Parfois, il y a des peuples nomades, parfois pas. Bah oui, j'ai commencé à m'intéresser progressivement à tout le territoire qui était à l'époque l'ex-URSS, que recouvrait
l'ex-URSS, et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait marqué URSS comme ça, sur 1/6 des terres émergées du globe. Et les gens n'allaient pas forcément beaucoup plus loin dans les manuels scolaires, il y a marqué URSS, point. Personne n'allait s'intéresser trop aux républiques qui composaient cette Union soviétique. Et lorsqu'elles sont devenues indépendantes à partir de 1991, elles sont devenues des pays à part entière, et bien là on a commencé à découvrir toutes ces républiques, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Turkménistan, le Kazakhstan, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu, moi j'aime à dire que c'est la géographie qui s'est ouverte pour les voyageurs de ma génération. Mes parents, au contraire, eux, c'était plutôt l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran, des destinations qui aujourd'hui ne sont pas faciles. Nous, c'est beaucoup plus difficile pour nous, pour ma génération, d'aller en Afghanistan. En revanche, on a accès aujourd'hui à l'Asie centrale. Donc, la géopolitique dirige un petit peu les voyages de chaque génération. Et moi, j'étais heureux, évidemment, d'arriver aussi dans un territoire qui était méconnu. Ça fait toujours plaisir d'être, sinon le premier, en tout cas parmi les premiers. Et ça m'a beaucoup intéressé. Alors, je m'étais beaucoup intéressé à la Russie aussi. Puis progressivement, je suis descendu un petit peu vers le ventre mou de cet immense continent qu'est l'Eurasie. Et ce qui m'a intéressé plus particulièrement, là, c'est alors d'abord les montagnes. J'ai beaucoup voyagé en suivant, avec les montagnes pour guide, on va dire ça comme ça. Or, l'Asie centrale, il y a des montagnes fantastiques qui ont d'abord attiré mon regard, et il y a aussi des déserts qui ne sont pas moins fantastiques, même si moi je ne suis pas forcément très amateur de désert, mais la thématique de l'eau m'a conduit jusque dans ces déserts. C'est justement donc le thème central des routes de la soif. Alors dans ce livre, vous racontez un voyage qui suit le fleuve Amou Daria. Je me suis demandé si vous aviez eu envie de suivre ce fleuve, justement parce qu'il permet de traverser 3 pays, donc d'avoir un peu un jackpot. Non, mais c'est un excellent moyen de traverser l'Asie centrale, je m'en suis rendu compte après. Et parce qu'en racontant cette remontée du fleuve, en réalité, c'est un récit de voyage à travers l'Asie centrale. Mais c'est pas non plus le hasard, c'est-à-dire que pourquoi ces pays se sont formés le long du fleuve, sur le fleuve, c'est parce qu'il apporte l'eau nécessaire à toute vie. Donc c'est assez naturel. L'Amou Daria en Asie centrale, c'est un petit peu comme le Nil en Égypte, l'Euphrate, le Tibre, etc. Ce sont ces fleuves qui, traversant des paysages extrêmement désertiques, apportent la condition première à toute vie, toute agriculture, tout élevage, et donc à toute civilisation. C'est-à-dire que là, on va parler, je pense, un peu de ce qui se passait à l'époque soviétique, mais il faut bien comprendre que le fleuve Amou Daria, il a infusé les terres des premières civilisations antiques, à l'époque persane, à l'époque on appelait ça la Sogdiane, la Bactriane. Il y avait les empires bouddhiques des rois couchants, il y a eu les Zoroastriens, ensuite sont arrivés les Arabes, il y a eu les Turcs, il y a eu les Mongols, il y a eu ça. Toutes ces civilisations qui ont déferlé sur l'Asie centrale n'ont fait que se battre pour des oasis, ce qu'on appelle des oasis, c'est-à-dire ces grandes auréoles agricoles autour des cités qui, elles, sont bâties sur le fleuve ou à proximité. Ils ont toujours été assez méfiants parce que le fleuve divague dans ces déserts, les rives sont friables, les méandres bougent, et parfois, soit il s'est éloigné de la cité à tel point qu'il a fallu l'abandonner. C'est pour ça que beaucoup d'archéologie en Asie centrale, on retrouve des cités presque intactes, mais qui ont simplement été abandonnées parce qu'elles étaient trop loin du fleuve, ou au contraire, le fleuve a commencé à attaquer la cité lorsqu'elle a disparu sous les eaux. Et d'ailleurs, les Mongols, Gengis Khan, quand on lit la chronique, ils ont beaucoup utilisé le fleuve Amou Daria pour conquérir, pour assoiffer, ou au contraire, pour attaquer les remparts grâce au pouvoir du fleuve. Ça, c'est toute la période antique. Mais pour bien comprendre que cette situation catastrophique qui est celle de la mer d'Aral aujourd'hui, et qui a commencé dans les années 60, ça n'a rien. En fait, l'idée d'irriguer à outrance n'a rien de nouveau. On fait du coton en Asie centrale depuis, vous direz, Alexandre le Grand, les empires hellénistiques d'Asie centrale cultivaient le coton. Donc, les soviétiques, quand ils sont arrivés, ils ont simplement fait ce qu'ils ont fait à peu près avec tout, c'est-à-dire ils ont tout démultiplié et ils ont commencé à faire ça à l'échelle industrielle jusqu'à épuiser totalement le fleuve. Alors on va revenir sur ces aspects historiques qui sont effectivement très importants, mais pour en revenir au déroulé de votre voyage,
Donc ce voyage avait pour objectif la réalisation d'un documentaire. Là, je sens que je me suis éloigné de la question précédente. Mais je reviens. Donc les pays traversés sont des pays, on l'a dit, divers malgré leurs noms qui se ressemblent. Il y a quand même un point commun que vous soulignez dans votre livre, c'est que ce sont alors je vous cite, des autocraties à degrés divers. Oui. Alors, c'est quelque chose qui a compliqué le voyage, et notamment le transport de caméras, de choses comme ça. Oui, évidemment. Mais il y a tout un panel dans l'autocratie. Souvent, on dit, c'est une dictature, c'est une dictature, c'est une dictature. Oui, mais toutes les dictatures ne se ressemblent pas. C'est comme les démocraties. Donc, je me souviens quand je suis arrivé du Turkménistan, j'ai passé la frontière pour rentrer en Ouzbékistan, qui n'est pas un pays ultra démocratique comme l'Ouzbékistan. Et quand vous arrivez du Turkménistan, vous avez l'impression d'arriver en Suisse romande, vous avez l'impression qu'on vote tous les dimanches sur la place du village. Justement, le Turkménistan, en lisant le livre, j'ai réalisé qu'en fait, on n'en entendait jamais parler, et pour cause. Ils veulent pas qu'on parle d'eux. Ils donnent pas de visa touristique, ou alors c'est que des voyages de groupe très encadrés. Leur doctrine en matière de relations internationales, c'est « oubliez-nous ». Voilà. C'est comparable à la Corée du Nord sans la bombe. La Corée du Nord, ils menacent tous leurs voisins, etc. Alors que les Turkmènes, ils font le contraire. C'est « oubliez-nous ». Voilà. On ne vous embête pas, alors venez pas chez nous. Voilà. C'est ça le Turkménistan. Vous êtes quand même fait surveiller en étant sur place. Alors, moi j'ai eu beaucoup de mal à obtenir un visa. Pour celles et ceux qui ont vu le film hier, on n'a pas pu aller avec Christophe Rella, le réalisateur, au Turkménistan. On a quand même essayé, on a envoyé un dossier en bonne et due forme. On a été présenté devant le comité de censure, qui évidemment a fait son travail. Il a dit niet. Voilà. Donc, mais on voulait aller au bout de la démarche. On savait bien qu'on n'aurait pas cette autorisation de tournage. Il n'y a eu pratiquement aucun film documentaire de tournée au Turkménistan depuis la chute de l'URSS et avant sans doute non plus d'ailleurs. Donc moi j'ai voulu absolument y retourner pour aller au bout de ce travail, parce qu'à ce moment-là j'avais décidé d'écrire un livre en plus des films qu'on a fait. Or le Turkménistan c'est un pays méconnu, voire inconnu, mais qui a eu un rôle crucial dans l'assèchement de la mer d'Aral. Pourquoi ? Parce que le Turkménistan, on l'appelle Turkménistan, mais on pourrait l'appeler le Karakoum. Le Karakoum c'est un désert qui compose 90% du territoire du Turkménistan. Voilà. Et donc c'était un désert peuplé par des populations nomades de culture chamelière, qu'on appelait à l'époque, si vous lisez les textes du 19e siècle, des Turcomans. Aujourd'hui on les appelle des Turkmènes. Mais bon, c'était pas du tout un pays sédentaire. La pratique de l'agriculture était très complexe, peu d'eau évidemment, voire pas du tout. Or les soviétiques, ils arrivaient, ils avaient d'abord cette idée très marxiste qui était le progrès, et il fallait sédentariser les populations nomades, leur apporter ce dit progrès, qu'on appelle aujourd'hui le développement, si vous voulez. Et donc pour sédentariser, il fallait qu'il y ait une économie qui soit notamment agricole ou industrielle évidemment, et il fallait apporter de l'eau pour créer des grandes oasis, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et alors ils se sont lancés dans la construction d'un immense canal qui s'appelle le canal du Karakoum aujourd'hui. À l'époque ils devaient appeler le canal du Grand Staline, voilà, ce qui n'est pas très original. Et Staline, de toute façon... Il y en aurait eu trop qui se seraient appelés comme ça, oui, ils ont voulu différencier. Ça les dérangeait pas, à l'époque toutes les places s'appelaient la place Lénine. Bon. Mais de toute façon Staline est mort avant l'achèvement de ce canal, à tel point d'ailleurs que Khrouchtchev ensuite a même modifié le tracé du canal, parce que c'était un peu délirant leur affaire. Moyennant quoi, ce canal a été creusé, un canal gigantesque qui relie la Moudaria à la Caspienne. Le rêve de Staline, c'était de pouvoir naviguer de Bukhara en Ouzbékistan, au cœur de l'Asie centrale, jusqu'à Moscou, en passant par la Moudaria, le canal de Karakoum, la Caspienne, la Volga, et puis les réseaux de canaux jusqu'à la Moskova. Et voilà, c'était ça le rêve de Staline. Alors le canal a été creusé, mais de toute façon il est trop étroit, il n'y a pas assez la profondeur est trop faible. En plus il y a beaucoup de questions d'ensablement. Aujourd'hui il n'est plus du tout dragué, et il n'est pas assez large à certains endroits pour des bateaux. Mais il existe quand même, et sa fonction première, qui était surtout celle d'apporter de l'eau, elle continue à tel point que le Turkménistan dépend à 95% pour son eau de ce canal, qui prend l'eau donc dans la Moudaria, qui prend 40% du débit du fleuve à la tête du canal. Donc c'est colossal. Demain, si vous fermez ce canal parce que vous voulez ressusciter la mer d'Aral, ça veut dire que les Turkmènes, il va falloir qu'ils déménagent sans doute. Voilà.
Alors pour faire une petite parenthèse sur ces travaux staliniens, il y avait aussi un autre projet qui, sauf erreur, n'a pas vu le jour. C'était un projet de déviation des eaux de la Sibérie pour les amener dans ce désert. Oui, parce que quand les soviétiques ont vu que la mer d'Aral s'asséchait, en réalité, la plupart des ingénieurs hydrauliques avaient bien compris que si on ponctionnait toute l'eau du fleuve, la mer commencerait à reculer, puisque c'est pas une mer, la mer d'Aral. C'est un lac, c'est un grand système lacustre. On appelle ça en géographie de l'endoroïsme. C'est-à-dire que le fleuve coule, mais ne trouve jamais le chemin de la mer, des océans ouverts. Il finit dans l'intérieur des terres, dans des cuvettes, des dépressions, il les remplit, et c'est comme ça qu'est née la mer d'Aral, c'est comme ça qu'est née aussi la mer Caspienne, par exemple. Donc la mer d'Aral, c'est un immense lac. Si le fleuve, il y en a deux des fleuves, mais si ce fleuve-là, la Moudaria, qui en plus est le plus puissant, cesse d'apporter de l'eau dans cette cuvette, la mer d'Aral, évidemment, elle est condamnée. Donc ils l'avaient un petit peu anticipé, mais ils avaient fait un choix très clair politique, c'est-à-dire que plutôt que des activités de pêche hauturière ou je ne sais quoi, on avait choisi plutôt de développer notamment le coton et toute une gamme agricole. Mais ils ont quand même cherché des solutions, effectivement. Alors il y a eu des trucs complètement fous, ils voulaient accélérer la fonte des eaux des glaciers du Pamir, ils voulaient évidemment ensemencer les nuages, ça ils y ont pensé forcément, mais comme il pleut jamais, il n'y a pas beaucoup de nuages non plus. Et puis, l'idée la plus géniale, quelque part, mais aussi la plus destructrice, c'était de renverser les fleuves sibériens vers le sud. Les fleuves sibériens ont le mauvais goût de couler vers l'Arctique. Prenez la Lena, l'Aube, l'Irtych, le Yenisei, tous ces grands fleuves coulent vers l'Arctique. Alors, ils se sont dit, c'est un peu idiot quand même, il n'y a pas grand monde qui habite ni dans l'Arctique, ni même sur le chemin de l'Arctique, c'est la Sibérie. Alors qu'en Asie centrale, on a plein de terres fertiles, plein de gens qui seraient prêts à cultiver tout ça. Il suffirait juste qu'au lieu de les faire couler vers le nord, on les fasse couler vers le sud. Et il se trouve que le relief entre les deux bassins versants n'est pas très haut. Et donc araser ce relief qui sépare la Sibérie de l'Asie centrale, de manière un petit peu schématique, c'est pas forcément un travail de titan. D'autant plus qu'ils avaient envisagé d'utiliser un peu de nucléaire civil, donc des choses très prisonniers par-ci par-là. Très nuancées. Alors pas de prisonniers parce que le goulag avait fermé ses portes avec la mort de Staline. C'était toute une affaire pour le canal du Karakoum parce que c'était un des grands chantiers soviétiques pour lesquels il n'y avait plus de prisonniers du goulag. Et il a fallu trouver des volontaires. Ça c'est pas évident quand on travaille à Moscou. De même que pour la culture du coton, où la main-d'œuvre s'est mise à manquer aussi à ce moment-là. Le problème du coton, il était assez simple. C'est les récoltes qui mobilisent énormément de petites mains. Alors les récoltes, il y en a 2, voire 3 du coton. C'est septembre, octobre, et parfois... on m'a même dit qu'il y avait la dernière récolte. Parfois, ça se faisait sous les premiers flocons de neige, ce qui devait être assez joli. Et alors là, on réquisitionnait tout le monde. C'est-à-dire les gamins n'allaient pas à l'école avant novembre. On prenait toute la main-d'œuvre disponible était réquisitionnée et envoyée au champ. Et puis, ils faisaient une émulation entre régions. Il y avait des concours qui étaient organisés à celui qui ramasserait le plus vite, etc. Ça a perduré encore après, un peu après l'époque soviétique, mais maintenant c'est fini ça. Et alors, au-delà de l'irrigation, la culture du coton est particulièrement gourmande en eau parce que, alors ça, j'ai été scotché quand j'ai lu ça, ils lessivent les sols avant de planter. Oui, un des problèmes des sols en Asie centrale, c'est qu'ils sont très salins. Donc, d'abord, il y a un lavage, effectivement. Il faut laver les champs, ça fait une première couche d'eau. Et puis ensuite, le coton, de toute façon, c'est 2 mises en eau, un peu comme le riz, par an. Sur des surfaces gigantesques et sous un soleil caniculaire, presque aussi chaud qu'au Vigan la semaine dernière. Donc ça consomme énormément d'eau et ça fait que le kilo de coton est extrêmement consommateur d'eau. Par exemple, vous avez toutes et tous du coton sur vous, alors c'est un t-shirt. Pour produire la matière nécessaire au tissage de votre t-shirt, il faut à peu près 4000 litres d'eau. Voilà. Les jeans, c'est 10 000. Alors moi, je suis venu avec du lin, parce que j'essaye d'être un peu raccord avec mon propos, mais cela dit, là je dois en avoir du coton. Mais le problème du coton, effectivement, et notamment centra-asiatique, c'est des quantités d'eau colossales. C'est-à-dire que, moi je n'ai pas fait le calcul, mais
faudrait que je me penche un jour sur la question. Si on cultivait tout le coton qu'on utilise en France, qu'on porte avec les eaux, je sais pas, du Rhône par exemple, il est probable qu'on traverserait la Camargue à pied et l'estuaire du Rhône ne serait qu'un petit marais, quoi. Parce qu'on consommerait certainement le fleuve. C'est ce qui se passe avec la Moudaria, hein. Le fleuve est entièrement consommé à 100% par les activités humaines. Il n'y a plus une goutte qui arrive à la mer d'Aral. Donc l'intégralité du débit est consommée pour les activités humaines, comme le Colorado aux États-Unis. Et alors, cette culture du coton, est-ce qu'une reconversion dans l'agricole serait envisageable ou est-ce que pas du tout? Bien sûr que les autorités ouzbèques encouragent maintenant la reconversion vers d'autres types de cultures. Le problème du coton, c'est qu'on a appelé ça l'or blanc, c'est pas pour rien, ça rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Beaucoup plus que les courgettes, les aubergines et les carottes. Donc, ils ont beaucoup de mal à faire évoluer les planteurs vers des cultures de maraîchères, vivrières, tout ce que vous voulez. Alors, ils essayent. Alors maintenant, on leur fait payer l'eau, ce qui est une nouveauté. À l'époque soviétique, tout ça c'était gratuit. On leur. Pareil, c'est la même chose pour les terres. Les kolkhozes, c'est fini, donc maintenant tout ça a été privatisé, mais les terres appartiennent à l'État, mais ce sont des baux, donc ils payent aussi pour la terre. Donc les autorités ouzbèques font tout pour que les planteurs rationalisent en fait leur usage de l'eau notamment, et en général c'est la meilleure manière d'encourager les gens à en consommer moins. Ils investissent progressivement vers du goutte à goutte, des choses comme ça. Alors, le goutte à goutte pour le coton ça marche pas, mais pour certaines cultures oui. Donc les autorités ouzbèques se sont emparées de ce sujet-là, mais moins, en revanche elles se sont moins emparées d'un autre sujet qui est pourtant essentiel, qui consisterait à rénover le réseau de canaux hérité de l'époque soviétique, qui est très très vétuste, il y a beaucoup de fuites. Alors ça, il faudrait investir parce que ça permettrait, paraît-il, d'économiser énormément. Et au-delà de l'agriculture, qu'en est-il de l'usage hydroélectrique de la Moudaria? Alors nous, on est parti de la mer d'Aral et on a traversé une république que personne ne connaît, qui s'appelle le Karakalpakstan, qui est l'aval de la Moudaria. C'est la république qui est la plus concernée par les pénuries à venir. Il y a déjà eu des pénuries, hein, et il y en aura d'autres. Après, donc Turkménistan, j'ai pu y aller seul. On a l'Ouzbékistan, et puis ensuite on arrive au Tadjikistan. Et c'est là, donc on est sous les montagnes. Et les Tadjiks, eux, ils font moins de coton, ils ont moins d'agriculture, ils n'ont pas grand-chose, les pauvres Tadjiks. Ils n'ont pas non plus de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont rien, contrairement aux Turkmènes, par exemple. Et ils ont de l'eau et des montagnes, il y a des glaciers. Voilà. C'était ça qu'on voulait faire, non, parce que la mer d'Aral, il y a eu beaucoup de choses sur la mer d'Aral. Ce qui nous intéressait, nous, c'était le fleuve, qui aujourd'hui est en péril lui-même, et puis les sources. D'où vient cette eau? Parce que ce qui me fascinait, évidemment, c'est que, on va peut-être en parler après des glaciers, mais le stock d'eau, il est toujours là, pratiquement. Il y a déjà une surconsommation énorme d'eau sur le fleuve, alors qu'il va y avoir en plus le réchauffement climatique qui va venir amenuiser les réserves. Et donc, bon, les Tadjiks, ils ont décidé de faire des grands barrages parce qu'ils ont besoin d'électricité. Ils ont froid l'hiver, il fait froid dans les montagnes, et puis ils ont la seule industrie qu'ils ont, c'est de l'aluminium qui consomme énormément d'énergie. Et donc ils ont créé des barrages colossaux, en fait, qui sont des chantiers soviétiques qui n'avaient pas été achevés, et aujourd'hui ils sont en train de terminer. La dernière turbine rentre bientôt en fonctionnement, et bon là c'est bien fait, hein, ils ont pris des failles gigantesques qui permettent de créer des réservoirs d'eau très profonds et donc de minimiser la surface d'évaporation. Parce que ça, c'est un des gros problèmes, notamment en Chine, là, sur les cascades qu'ils sont en train de faire sur les fleuves tibétains, c'est que démultiplier les barrages, ça démultiplie les lacs et ça démultiplie l'évaporation. Alors au Pamir, ils ont des sites très profonds, et le problème, c'est autre chose, c'est qu'ils ont besoin de stocker de l'eau pour l'électricité en hiver, et ça, c'est le moment où les autres en dessous, ils ont besoin d'arroser leurs pastèques, leur coton, etc. Donc, à l'époque soviétique, tout ça c'était une gestion intégrée, comme on dit. Et depuis que tout ça est découpé en mosaïque de république, chacun regarde midi à sa porte, et il y a énormément de conflits qui se développent entre pays à cause de ça. Justement, j'avais relevé une phrase qu'un de vos guides tadjiks vous avait assénée. Il avait dit « Sous l'URSS, l'Asie centrale formait un tout où les déficits respectifs étaient compensés par l'abondance collective des républiques. » Et donc maintenant, il y a les frontières, chacun gère les choses au sein de ses frontières et puis fait la guerre aux autres. Bon, ils essayent de se parler, hein. Il y a ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie aujourd'hui.
Ils ont des institutions interétatiques. Des quotas? Ils ont gardé les quotas soviétiques, en fait, parce que personne ne veut bouger. En réalité, si on rapporte ça à la population de chaque pays, c'est des quotas complètement aberrants. Mais personne ne veut les renégocier, qui gardent globalement les quotas de l'époque soviétique. Voilà. Pour l'instant, ils en sont là. Et il y a l'entrée en scène de l'Afghanistan qui Et le pose problème, problème. c'est les Afghans. Les Afghans, on les avait tous un peu oubliés. Or, ils sont effectivement riverains de la Moudarea. Tout le nord de l'Afghanistan, sa frontière avec l'Ouzbékistan, même le Turkménistan et le Tadjikistan surtout, elle est marquée, elle est matérialisée par un des plus gros affluents de la Moudarea. Et jusque-là, ils prenaient très peu d'eau, de manière, artisanale, villageoise. Il n'y avait pas eu d'infrastructure créée par l'État. De toute façon, vous connaissez l'histoire récente de l'Afghanistan. L'État n'a jamais eu les moyens de s'occuper de ça. Donc, en revanche, dans les tiroirs de l'État, à Kaboul, il y avait un vieux projet qui date par des années 30, mais surtout des années 70, qui consistait effectivement à faire comme tous les voisins, comme les Turkmènes, comme les Ouzbeks, comme les Tadjiks, c'est-à-dire à creuser un grand canal qui détourne les eaux de la Moudarea, toujours, pour les emmener sur 250 km à l'intérieur de l'Afghanistan, les plaines de Mazar-e Sharif, là au nord, pour les mettre en culture, etc. Et comme les talibans ont des problèmes de sécurité alimentaire en ce moment, c'est la première chose qu'ils ont décidé de faire. C'est assez simple en fait. Vous prenez les tractopelles que les Américains ont laissés en partant, vous reprenez les plants qui existent déjà, et puis vous creusez votre canal, et après vous dites aux paysans, allez-y, cultivez. Et c'est ça qui est en train de se passer là en ce moment dans le nord de l'Afghanistan. Et tout le monde est très inquiet parce que personne ne sait trop combien d'eau va être prélevée maintenant sur le fleuve. Voilà. La mise en service est prévue pour 2028 ? Les premières sections du canal ont déjà été creusées, et oui, 2028, il va être terminé. Combien est-ce qu'ils vont réussir à capter sur le fleuve? C'est la grande question. Et les Ouzbeks essayent de négocier avec eux des quotas, justement, etc. Mais sur un fleuve qui déjà n'atteint plus la mer d'Aral, aujourd'hui, la dernière goutte d'eau du fleuve Amu-Daria, elle est à plus de 100 km de la dernière nappe d'eau de la mer d'Aral. Et sans doute que la mer et le fleuve vont continuer de s'éloigner l'un de l'autre. Le fleuve va raccourcir, la mer va continuer à s'assécher. Et si les Afghans prélèvent encore ne serait-ce que 5%, 10%, peut-être plus, évidemment, le fleuve va se raccourcir. Il ira de moins en moins loin. Il y a aussi quelque chose qui ne facilite pas la tâche, c'est que le fleuve n'a pas d'affluents, ou presque. Le fleuve, il a des affluents, mais ils sont tous dans les montagnes. Vous savez, vous prenez la Seine, vous prenez la Loire, vous avez une espèce d'arborescence, quoi. Il y a des affluents qui arrivent de partout, et même parfois très près de l'embouchure encore. Là, vous avez vraiment tous les affluents, ils sont sur les 300 premiers kilomètres du parcours, et après, c'est la traversée du désert au sens littéral du terme, sur 2000 km, ensuite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un seul apport d'eau. Et c'est au contraire ce qu'on appelle des émissaires, c'est-à-dire l'eau qui est prise dans le fleuve pour être détournée par des canaux vers les cultures des différentes oasis, villes, etc. C'est le contraire qui se passe. Ce n'est pas des affluents qui se réunissent avec des confluences, c'est au contraire des émissaires qui vident le fleuve de son eau et qui font qu'il n'a plus aujourd'hui d'estuaire. Alors avec ce tableau, on comprend pourquoi la mer d'Aral s'assèche. Et pourtant, il y a encore de la pêche dans cette mer. À quoi ressemble la pêche aujourd'hui ? Dans la partie ouzbek, il n'y a plus de pêche du tout, parce que l'eau qui reste, c'est un lac, mais c'est un lac salé, la mer d'Aral. Donc là, aujourd'hui, il y a une concentration de sel qui est comparable à celle de la mer morte. Donc il n'y a plus aucun poisson qui vit là-dedans. Je crois qu'il y a une dernière petite espèce un peu darwinienne qui se balade, mais nous on s'est baigné avec Christophe, le réalisateur, vous flottez, c'est comme la mer morte. Il n'y a pas besoin d'avoir fait piscine à l'école. Et dans la partie kazakh, alors on dit la partie kazakh, moi je n'aime pas dire ça parce que on a l'impression du coup que la partie ouzbek et la partie kazakh sont égales en termes de surface, alors que c'est pas du tout ça. Au Kazakhstan, il reste presque plus rien, mais il y a un autre fleuve qui s'appelle le Sirdaria, qui lui arrive encore jusqu'à ce qui reste de la mer d'Aral là-bas, où une partie du débit continue d'atteindre cette dernière nappe d'eau. Et elle le fait dans une grande baie, avec un goulet d'entrée très, très, très étroit. Donc les Kazakhs se sont dit, c'est très simple, on va fermer ce goulet, on va faire une digue, on va fermer la baie, et comme ça, l'eau qui arrive encore un peu, elle va permettre à l'eau de remonter au moins dans cette baie. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont repris 5-6 mètres de profondeur, ce qui est pas mal,
C'est loin ils sont à moins 18 mètres à l'origine, là ils ont pris 5-6 mètres. La question maintenant, c'est est-ce qu'on surélève la digue pour continuer à faire remonter l'eau. Mais surtout, à l'époque, ça a fait un peu les titres des journaux, la renaissance de la mer d'Aral, ça y est. Moi, j'étais furax quand j'ai vu ça, les journalistes reprennent tous ça en cœur, alors que ça concerne que cette petite baie au Kazakhstan qui représente 3 ou 4% maximum de la surface initiale de la mer d'Aral. C'est rien du tout. Et ce faisant, on a condamné aussi, la dernière arrivée d'eau maintenant ne reste que dans cette baie. Donc les 96% qui restent sont définitivement condamnés. Il n'y a plus un filet d'eau qui arrive. Donc vous ne reverrez plus jamais la mer d'Aral. Quand j'entends parler des gens qui me disent mais il paraît que ça renaît, pas du tout. Et justement, on a tous en tête ces images apocalyptiques de bateaux échoués dans le désert. Est-ce que vous avez observé des phénomènes de tourisme de la catastrophe, des touristes qui vont par exemple à Tchernobyl est-ce qu'il y a ce phénomène-là à la mer d'Aral? Alors ces images de bateaux que vous voyez, vous avez vues, etc., attention, ça n'existe plus. Il n'y en a plus que 4-5 qui ont été réunis par les autorités à Moynak, qui est l'ancien port côté ouzbek. Ils ont fait un espèce de petit cimetière de bateaux, si vous voulez, pour effectivement les touristes de passage, ou pour la mémoire aussi locale, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des gamins ouzbeks qui n'ont jamais vu la mer. Ils voient la mer dans leur manuel scolaire. Et même leurs parents, ils ne sont pas nombreux à l'avoir vue, parce qu'elle a reculé très très fort, très très vite, et il faut faire des heures et des heures de 4x4 pour aller trouver un peu d'eau. Donc ces bateaux-là, les 4-5 qui restent là, c'est des vestiges d'une flotte de 500 à 600 bateaux, mais qui a été complètement démantelée parce qu'à partir du moment où ils se sont échoués dans les années 90, quand les gens ont compris que l'eau ne reviendrait jamais, ils ont commencé à les désosser tant que c'était pas trop rouillé et qu'on pouvait encore refourguer ça à la ferraille, quoi. Et ils ont tous été désossés. Donc il en reste plus que 5-6. Les touristes font tous les mêmes photos en essayant de cadrer de sorte que on voit bien le désert et qu'il n'y ait pas d'autres touristes sur la photo, mais c'est terminé, ces images. Ça, c'est des images des années plutôt 90, début 2000. Donc le tourisme, oui, le tourisme de la catastrophe, il y en a un petit peu. C'est beaucoup de routes pour pas grand-chose, parce qu'en fait, le fond de l'Aral a séché, il n'est pas différent du désert que vous avez traversé pour y arriver, puisqu'encore une fois, ça n'était qu'une cuvette. D'ailleurs, la mer d'Aral n'a pas toujours existé. À une époque, avant le Xe siècle, c'est pas si loin, le fleuve, la Moudnaria, se dirigeait pas vers l'Aral, mais empruntait un bras qui aujourd'hui est à sec, mais qui existe géologiquement, on le voit, et il partait vers la Caspienne à l'époque. Donc la mer d'Aral, encore une fois, c'est pas une mer, c'est un lac, un petit peu de, c'est un terminus quoi pour le fleuve. Et comme il a divagué à travers les siècles, la mer d'Aral n'a pas non plus toujours existé. Enfin, tout ça pour dire que si vous allez là-bas, vous verrez du désert comme vous en avez vu avant et après la mer d'Aral, quoi. Et alors, du côté du tourisme, l'Ouzbékistan se développe. Est-ce que ça a aussi des conséquences en termes de gestion de l'eau ou d'urbanisation? L'Ouzbékistan veut des touristes. L'Ouzbékistan est très actif. Si vous êtes sur Instagram, il y a tout un tas d'influenceurs maintenant qui sont invités par les Ouzbeks. Ils font beaucoup de com pour que les touristes européens viennent en Ouzbékistan. Mais c'est pas tellement la mer d'Aral l'objectif, c'est les grandes cités des routes de la soie, évidemment. C'est le thème du festival, il fallait la placer. Et donc c'est Bukhara, Samarkand, Khiva. C'est ça, aujourd'hui, 95% du tourisme se dirige vers ces cités antiques qui ont été rénovées, un peu trop rénovées parfois, et qui commencent peut-être pas du surtourisme, mais pour la première fois je suis allé en Ouzbékistan et la dernière fois je suis passé, je me suis dit, oula, il y a des gens qui ont découvert l'Ouzbékistan entre-temps, parce qu'il commence à y avoir du monde un petit peu. Ouais. Et du coup, des conséquences sur l'eau l'eau Non, bon, c'est une population qui reste une semaine, 2 semaines, qui repart. De toute façon, tout le monde achète des bouteilles en plastique là-bas. L'eau n'est pas potable au robinet. Donc, il faut lire Ella Maillard pour voir ce que c'est dans les J'en années ai 30. plus à la librairie, il faut aller dans une autre librairie. Ah, Ella Maillard, dans les années 30, vous voyez qui c'est Ella Maillard, aventurière suissesse, ça s'accorde, je sais pas. Et elle a fait ce voyage incroyable dans les années 30. Elle a réussi à descendre la Moudnaria. À l'époque, c'était navigable, il y avait de l'eau encore.
et donc elle a failli arriver jusqu'à la mer d'Aral, d'ailleurs par bateau. Bon, en plus, à l'époque, les bolcheviks venaient d'arriver, il n'y avait pas encore de route. Enfin, le moyen de transport, à l'époque, c'était les bateliers. Les Russes avaient amené des bateaux à aube, en pièces détachées, qu'ils avaient remontées. Et on naviguait sur le fleuve. C'était ça, le moyen de transport à l'époque. Et la manière, elle raconte ce que c'est, bon, bien sûr, que cette région. Et elle parle de l'eau potable, notamment à Bukhara, comme on dit, qui est aujourd'hui très visité, justement. Mais les bolcheviks venaient d'arriver, ils n'avaient pas encore développé alors, l'irrigation à ce point-là, et puis non plus, ils ont aussi développé l'adduction d'eau potable, les bolcheviks, quand même, à peu près à l'époque. Et parce que la manière, elle décrit ce que c'était avant les grands travaux soviétiques. C'était une crasse pas possible. Il y avait des bassins que vous pouvez voir aujourd'hui au centre de la vieille ville, dans lesquels on faisait tout, on buvait, on se lavait, on faisait la vaisselle, etc. Et les pèlerins qui faisaient ce qu'on appelle le Hajj, c'est-à-dire d'aller à la Mecque et de revenir, avaient rapporté de là-bas un ver horrible qui pousse à l'intérieur et tous les bassins étaient contaminés. Et bref, donc l'arrivée des soviétiques, c'est d'un côté l'assèchement de la mer d'Aral, le surdéveloppement agricole, etc. Et c'est aussi une certaine salubrité, un développement qui fait que aujourd'hui, la population ouzbek, par exemple, a explosé. Et donc, vous avez cette donnée qui n'est pas négligeable, parce que quand on dit on voudrait revenir un peu en arrière, moins utiliser le fleuve, etc., oui, mais quand votre population a décuplé, il faut bien que les gens aient une activité, se nourrissent. Souvent, ils reprennent les chambres de leurs parents. Donc, il y a une inertie très forte. Ces pays se sont structurés autour de ces canaux d'irrigation, se sont développés autour de ces infrastructures, et c'est très difficile de réaménager le territoire, et puis surtout, comment? Parce que qu'est-ce qu'on va faire si on arrête ça? Alors, donc on l'a dit, votre voyage, vous l'avez pris à rebours du fleuve, vous avez commencé par sa fin, pour remonter jusqu'à sa source ou ses sources. En fait, vous avez gardé le meilleur pour la fin, quoi. Oui, parce que c'est quand même plus sympa de terminer en montagne. C'est dur, hein, les déserts ouzbeks, très chaud. Et puis c'est pas. Alors le Karakoum, au Turkménistan, c'est très beau. C'est des dunes, c'est un peu le Sahara. Mais côté ouzbek, c'est très austère, c'est de la pierraille, c'est des déserts qui sont pas toujours très esthétiques. Sinon, l'immensité c'est toujours très impressionnant, mais c'est pas forcément les déserts de vos rêves. Et donc moi, j'étais content quand même d'arriver dans les montagnes, et c'était aussi l'objectif, et puis un petit peu l'originalité de ce voyage, aller s'intéresser au fleuve, bien sûr, qui est en train de devenir une mer d'Aral bis. Maintenant, c'est le fleuve qui meurt. En fait, le problème de la mer d'Aral, non seulement il s'est pas arrêté en 1991 à la chute de l'URSS, mais ça a continué à s'aggraver, quoi. La mer, c'est fini, et maintenant c'est le fleuve. Les habitants des 300 km de la partie aval commencent vraiment à s'inquiéter. Et le problème va sans doute remonter le long du fleuve. Et nous, on voulait savoir aussi la question des sources. Bon, d'où vient l'eau, évidemment, et puis quel est l'état des sources. Alors, si vous regardez les encyclopédies, les sources de la Moudaria, c'est en Afghanistan, dans l'Hindoukouche. Voilà. Mais parce que ça, c'est des vieilles définitions scolaires un peu stupides, qui veulent que la source d'un fleuve, ça soit au bout de l'affluent le plus long. Alors je me suis permis de remettre en cause et en question les grandes décisions académiques. Parce que de même qu'on nous apprend en Europe que un fleuve, c'est une rivière qui se jette à la mer, ce qui est idiot. Vous voyez bien qu'en Asie centrale, ça ne marche pas. Ça se jette dans une cuvette et puis ça fait un lac. Et puis il n'y a pas que là-bas. Ça, c'est une manière d'appréhender la géographie qui est la nôtre. Mais ça ne fonctionne pas à travers la planète entière. Donc de même que je me suis permis de remettre en question ça, j'ai aussi réfléchi sur les sources. Qu'est-ce que c'est qu'une source, en fait? Alors que vous avez un réchauffement climatique, des glaciers qui fondent, je me suis dit, la source, c'est là où il y a le plus d'eau et où il y en aura en dernier. Et l'affluent le plus long, on s'en fiche. L'affluent le plus long est en Afghanistan, certes, mais il est sous un glacier qui va fondre il va être parmi les premiers parce qu'il n'est pas très haut, et de toute façon, c'est un glacier qui donne très peu d'eau. Donc je me suis beaucoup plus intéressé au Pamir tadjik, qui apporte 75% de l'eau de la Moudaria, ce qui me paraît quand même être un petit peu plus, crucial pour le fleuve, son avenir, et puis même son débit actuel. Vous avez au Pamir un archipel glaciaire, avec parfois des pièces énormes, hein. Donc le Fetchenko, le glacier sur lequel on a terminé, sa seule langue glaciaire, c'est la somme de tous les glaciers alpins réunis, parce qu'il en reste.
Et ça, c'est sans compter les glaciers affluents, par exemple. Donc c'est des glaciers colossaux. Il y en a plusieurs de cette taille-là, et puis après, il y a une myriade de glaciers un peu plus faibles. Et ce sont tous ces glaciers qui, en fondant, notamment l'été, permettent à la Moudaria d'exister, et donc à toutes ces populations en plaine de recevoir de l'eau. Et donc on a choisi le Fetchenko, qui est le plus gros, le plus haut perché aussi, celui qui est abondé par les montagnes les plus hautes. Et j'ai un peu arbitrairement, c'est des sources, c'est plutôt ça quand même que ce Pissou qui arrive d'Afghanistan. La taille de l'affluent le plus long, on s'en fiche. C'était bien au 19e siècle quand ils s'amusaient à faire la course entre explorateurs pour savoir où était la source du Nil, etc. Mais en fait, ça n'a aucun sens hydrologique. Quelqu'un me contestera peut-être un jour, mais pour l'instant, France 2, dans son dernier reportage sur la mer d'Aral, a repris le Fetchenko comme source. Je pense qu'ils n'ont pas trop réfléchi, mais ils ont juste fait du copier-coller. Ça arrive aux journalistes. Mais bon, moi, je suis prêt à défendre et à argumenter ma position. Donc, on a voulu aller voir l'état de ces grands glaciers qui apportent encore une fois 75-80% de l'eau de la Moudaria. Enfin, sachant qu'en Afghanistan, ce sont aussi des glaciers de toute façon qui apportent les 20% complémentaires. Donc, la question de la Moudaria, elle est intimement liée aux glaciers. C'est un cas d'école, pratiquement, c'est très schématique. Vous avez des plaines désertiques où il ne pleut pas, à peine. C'est un orage sur le Vigan, ça leur fait 3 ans de précipitation. Et au-dessus, vous avez un espèce de château d'eau glaciaire qui, en fondant tranquillement tout au long de l'année, apporte régulièrement l'eau nécessaire à l'écoulement du fleuve. Voilà. Donc, on a fait une petite expédition sympathique là-bas. Moi, je voulais voir ces grands glaciers. C'est très bizarre, le Pamir, ça n'a rien à voir avec l'Himalaya. Alors, géographiquement, c'est l'Himalaya occidental, si vous voulez, mais c'est pas le même climat du tout. Il n'y a pas de régime de mousson. C'est très sec. Même l'été, il ne pleut pas non plus là-bas. Les précipitations en Asie centrale, elles tombent l'hiver et seulement en montagne. Donc elles tombent sous forme de neige. Il fait très froid, donc ça se transforme en glace. C'est comme ça que se forment et se renouvellent ces glaciers. Et ensuite, ça fond tout le reste de l'année et c'est comme ça que les fleuves coulent. Alors, vous avez dit cas d'école pour les glaciers et la Moudaria, cas d'école géographique et aussi cas d'école géopolitique, puisque, on l'a dit, c'est une question qui rentre en ligne de compte pour les relations entre tous ces pays. On n'a pas parlé de la présence occidentale ou la présence chinoise dans toute cette affaire. Est-ce que ça joue un rôle ? Les Chinois ou les Occidentaux les Occidentaux, ils arrivent là en ce moment, beaucoup, parce que les pays d'Asie centrale sont coincés entre des gros, la Russie, la Chine, la sphère turcique, et donc ils veulent un petit peu diversifier, et ils sont très preneurs de relations économiques avec l'Occident maintenant. Il y a Nazarbayev, l'ancien président kazakh, avait eu cette phrase, il disait l'indépendance, ça consiste non, il avait dit on dépendra toujours de quelqu'un, mais l'indépendance c'est de ne dépendre pas que d'un seul. C'était mieux formulé que ça, mais on a compris l'idée. Donc ils essayent de diversifier leurs relations. Les Chinois sont très très agressifs en Asie centrale. Ils ont leur projet des nouvelles routes de la soie. Ils savent que ces pays-là ont besoin d'argent, donc ils leur financent tout un tas de choses, notamment au Tadjikistan, des routes qui en fait sont des prêts contractés que les Tadjiks ont du mal à rembourser. Les routes ne servent de toute façon que camions chinois à apporter des choses à vendre au Tadjikistan et plus loin. Oui, mais ce sont des pays très enclavés, qui sont très dépendants très, sensibles aux humeurs de leurs grands voisins. Et au fond du Tadjikistan, le problème, c'est évidemment les Chinois. Ouais. Alors, pour terminer, j'aimerais revenir sur la documentation qui a nécessité ce livre, parce que c'est assez impressionnant, même si on ne s'en rend pas compte du tout à la lecture, comme pour les alpinistes de Staline ou les alpinistes de Mao, vos précédents livres. Vous avez une phrase que je trouve belle, vous écrivez « Pour être honnête avec soi-même, voyager ne procure que peu de réponses sans documentation annexe, préalable ou consécutive ». Quelle a été la part de ce travail documentaire pour écrire ce livre ? Assez importante, parce que j'ai fait 5 ou 6 voyages en Asie centrale sur le thème de l'eau. Là, je viens d'en faire un dernier en juillet au Kazakhstan sur un autre fleuve encore plus au nord. Mais on ne va pas en parler parce que vous avez déjà perdu, je pense, géographiquement. On aurait dû mettre une carte, en fait. Et oui, j'ai écrit ça parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on comprend après coup, en fait, souvent. Alors c'est pour ça qu'il est utile de voyager, parce que ça nous met sur des pistes, et on se pose des questions,
Et très souvent, on n'a pas la réponse sur place, les gens ne savent pas, les gens ne s'intéressent pas, ils sont pas... Souvent, enfin, c'est un pays très pauvre, hein, le Tadjikistan, c'est la république la plus pauvre du Tadjikistan, d'Asie centrale, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Les gens ne s'intéressent pas au glacier Fetchenko, les gens ne s'intéressent pas à la question de savoir d'où vient l'eau, ils ont d'autres contingences quotidiennes. Alors, on est allé, et puis moi je suis allé tout seul aussi au Turkménistan voir des spécialistes qui ont bien voulu me parler, etc., etc. Mais il est évident qu'en plus du voyage, il faut faire un travail documentaire de fond. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille en général. Ça m'intéresse. Donc, je suis allé même retrouver la littérature soviétique parce que vous savez, à l'époque soviétique, on faisait un grand chantier, puis il fallait absolument qu'il y ait un accompagnement littéraire. C'est une espèce de propagande déguisée en roman, quoi. C'est toujours un peu le même scénario, la même trame. Vous avez l'ouvrier héroïque, musculeux, qui creuse le désert pour le progrès, le bien des Turkmènes et le communisme. Et puis il y a toujours un salaud de contre-révolutionnaire qui est poursuivi par les gentils du KGB. Et à la fin, il le trouve. Enfin bon. Et vous avez ça adapté à peu près tous les chantiers soviétiques. Là, je suis allé lire celui qui avait été écrit sur le canal des Karakoum, et c'était vraiment marrant. Et surtout, ce qui est marrant dans ces livres, c'est pas le livre en eux-mêmes, mais les coulisses. C'est-à-dire la vie de l'auteur et le destin de l'auteur. Pourquoi il en est arrivé à écrire ça? Souvent, c'est parce qu'il était en disgrâce, il avait besoin de se faire bien voir, et donc il acceptait ce genre de petit boulot. Enfin, donc j'ai fait un travail, oui, documentaire, littéraire. Je suis allé relire Ella Maillard. C'est absolument passionnant. Ella Maillard, elle témoigne de ce que c'était dans les années 30, voyager, naviguer sur la Moudaria. Et on mesure, en lisant Ella Maillard, aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, le développement de ces pays. C'était moyenâgeux, hein, c'était, alors même aussi en termes de mœurs islamiques, extrêmement. C'était des burkas qu'on appelle des parandjas, là-bas c'était l'Afghanistan. Hein. Bukhala, quand les bolcheviks arrivent dans les années 20, c'est l'Afghanistan. Donc à l'époque, on mettait des panneaux et il y avait marqué la femme est aussi un être humain. Il y a des vieilles photos, ouais, c'était ça l'arrivée des bolcheviks. C'était le choc des civilisations. Hein. Vous aviez à l'époque une idéologie marxiste, moderne, qui était confrontée à une société multiséculaire très 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 conservatrice. Donc c'est passionnant de lire la mer pour ça. Il y a aussi beaucoup d'auteurs que je suis allé chercher du 19e, des voyageurs, européens, et qui étaient obligés de se cacher, de se dissimuler. Donc il y en a un notamment hongrois qui est très connu, qui a prétendu être un pèlerin revenant de la Mecque, justement. Parce que Bukhara, avant l'arrivée des Russes, si un non-croyant était pris à Bukhara, c'était quick. Hein. Donc lui, il était en fait, on a appris plus tard que c'était un espion anglais, à la solde des Anglais. Mais il a ensuite écrit un récit absolument passionnant. Je suis allé voir aussi, ce qui m'intéressait, c'était dans ces textes, c'était le passage de la Moudaria à chaque fois. Comment on traversait le fleuve. Alors d'abord, c'est fascinant parce que dans ces textes-là, on vous explique que le fleuve, le traverser, ça peut prendre 2 jours, 3 jours, avec des bateliers, il y a des bancs de sable, on s'échoue, on ne voit pas l'autre rive. Alors qu'aujourd'hui, vous pourriez traverser pratiquement à pied. Hein. Donc, ça dépend des endroits, bien sûr, mais je vais faire une documentation un peu technique parfois pour bien comprendre le sujet, mais aussi littéraire, pour avoir des impressions, des relations de voyage, et pour fournir un récit de voyage, le mien, mais qui est, un petit peu plus sûr de tout ce que j'ai pu lire à côté. Quoi. C'est réussi. Merci beaucoup, Cédric Ferrat. Merci. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez des questions, on va peut-être faire circuler le micro pour 2-3 questions. Si vous êtes d'accord, Cédric? Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Bonsoir, merci de votre intervention. Une question par rapport en Ouzbékistan, on n'a pas le sentiment qu'il y ait un rejet de l'Union soviétique. Est-ce que ce sentiment on peut le constater dans toutes les républiques, les anciennes républiques soviétiques? Oui, à des degrés divers. En fait, c'est très générationnel. Il n'y a pas de rejet brutal, ça passe, quoi. Les nouvelles générations n'ont pas connu l'URSS, ne parlent pas toujours maintenant le russe, vivent dans un pays qui s'appelle l'Ouzbékistan. Leurs parents non, mais il y a une espèce de transition assez lisse. En Ouzbékistan, maintenant, il y a quand même il n'y a plus trop de traces soviétiques. Bon, à part l'industrie, on ne peut pas tout changer comme ça en un jour, mais si vous allez au Kazakhstan,
Là, c'est beaucoup plus russifié, encore aujourd'hui. Le russe a même un statut de langue nationale, deuxième après le kazakh. On appelle ça la langue de communication inter-ethnique et culturelle. Il n'y a pas de rejet brutal, c'est pas une rupture, ça se fait au fil du temps. Les vieilles générations meurent, les nouvelles s'emparent de leurs nouvelles identités, de ces nouvelles républiques indépendantes. Et puis il y a une énorme différence ville-campagne. Quand vous êtes en ville, en général, ça parle le russe. Dans la steppe, ça parle le kirghize. Au Turkménistan, c'est frappant. Vous êtes en ville, à Ashgabat, tout le monde parle le russe. Dès que vous sortez dans le désert, tout le monde parle le turkmène. Le Tadjikistan, qui n'a jamais vraiment été russifié parce qu'il était tellement loin, celui où de toute façon on parle le moins le russe. Mais oui, ça se fait de manière assez naturelle, il n'y a pas de rejet brutal. Voilà. Ça se fait de manière assez apaisée, exactement. Mais les nouvelles générations, vous allez les voir, elles n'ont pas du tout envie de revenir en arrière. De toute façon, elles n'ont pas connu le avant. Donc ça passe tranquillement. Il y a beaucoup d'hommes qui vont travailler en Russie. Oui, surtout dans les républiques les plus pauvres, alors les Tadjiks, les Ouzbeks encore un peu, mais maintenant il y a aussi beaucoup d'Ouzbeks ou de Kirghizes qui vont travailler au Kazakhstan, qui est devenu un petit peu la république la plus riche. C'est moins loin, on peut rentrer plus facilement chez soi. Et voilà. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? Ou on a déjà tout dit? Madame. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, moi, j'organise des stages de carnet de voyage en Asie centrale. Et justement, au mois de Moi, je dessine très très mal. Voilà. Au mois de septembre, je dois aller à la mer d'Aral, puis continuer avec Riva, Bukhara, Samarkand. Et à la mer d'Aral, vous avez dessiné quoi? Ciel bleu, un truc Ce jaune? qui reste de bateau. Et Oui. moi, je veux voir ce qui reste de la mer d'Aral. Donc, on m'a parlé du lac Sudoshi. Alors, est-ce que c'est la fin de la mer d'Aral ou pas? Alors, ce que je vous disais, la mer d'Aral, c'est un système lacustre. Le fleuve arrive, descend des montagnes, les reliefs ne permettent pas au fleuve d'aller vers des océans ouverts. Donc, il arrive de ce qu'on appelle la dépression aralo-caspienne, où parfois vous avez des dénivelés négatifs, des altitudes négatives, moins 150 par exemple, et ça vient remplir ces cuvettes. Et des cuvettes, il y en a plein. Alors parfois il y a des lacs à gauche, à droite. Le fleuve lui-même, comme c'est très plat, il divague, il se divise en plusieurs bras. Il y en a un qui va remplir une cuvette, un autre. En fait, la mer d'Aral, c'est la cuvette principale, si vous voulez. Il y a effectivement des lacs à gauche, à droite. Et puis, quand la mer d'Aral a commencé à baisser, le niveau baisse, il baisse, mais le fond, il n'est pas plat. Il y a du relief au fond. Donc, il y a eu un lac qui est resté là, il y a une poche d'eau qui est restée là. J'imagine que c'est ça. Mais vous allez sans doute être déçus. Hein. Enfin, je ne veux pas torpiller votre voyage, mais... Parce qu'on s'imagine toujours... Bon, parfait. D'ailleurs, je vais continuer mon voyage avec le Kazakhstan et on va aller voir la mer d'Aral du côté kazakh avec les deux. Alors, c'est plus sympathique parce que comme l'eau est un peu revenue, vous allez voir, il y a un peu la pêche qui est un peu repris. Les gens ont un petit peu retrouvé le sourire. Alors, l'eau n'est pas revenue dans le port de Aralsk, qui s'appelle là-bas le port kazakh. Mais ils ont des projets pour qu'elle revienne. Ils savent qu'ils n'arriveront pas à retrouver les 18 mètres. Donc maintenant, ils voudraient détourner le delta dans l'autre sens, vers le port d'Aralsk, faire une deuxième digue. Moi, je ne sais pas où ils en sont, mais ils aimeraient beaucoup, les Kazakhs, en fait, tiennent beaucoup à cette poche d'eau qu'ils ont réussi à faire renaître symboliquement. Ils veulent absolument qu'elle demeure. Voilà. Ils ont fait quelque chose. Et en plus, cette digue a connu un destin. Elle a eu lieu dans les années 90. Une première digue en terre a été construite, puis il y a eu une tempête, elle a cédé. Ils ont tout perdu. Ils l'ont reconstruite en béton. Ils tiennent beaucoup à cette poche d'eau, à ce qu'il reste quelque chose quand même de la mer d'Aral. On appelle ça de manière un peu pompeuse la petite mer d'Aral, la grande étant en train de s'assécher. Mais vous allez voir, c'est un immense lac en fait, tout simplement. Et allez-y le matin parce qu'il fait très très chaud à midi. Oui, madame. Ces pays, de la route de la soif. Comment vous est venue l'idée ou... C'est au fur et à mesure, parce que comme j'ai vécu une décennie, même plus, dans les pays ex-soviétiques, je me suis un peu baladé partout, et puis j'ai commencé à faire de la montagne, et c'est vrai qu'on a tous une vision, enfin moi j'ai fait pas mal d'alpinisme, etc., et c'est une pratique de la montagne qui est très récréative, c'est du loisir, et un jour je me suis quand même demandé, notamment sur ce glacier Fetchenko, mais cette eau, dans des régions aussi désertiques, quel est son rôle, où est-ce qu'elle va, etc. Et comme je connaissais l'histoire de la mer d'Aral,
tout en aval. Quand j'ai compris que le Fetchenko, il y a un contraste incroyable entre cette mer qui s'assèche et ce glacier gigantesque qui a des apparences presque polaires. Ça m'a vraiment frappé, ces deux bouts du voyage. C'est comme ça que j'ai eu cette idée, j'allais dire absurde, mais non, parce que quand j'ai commencé à avoir des glaciologues ici, là, on a travaillé avec Fanny Brun du laboratoire de Grenoble, qui est la spécialiste en France du glacier Fetchenko. Alors, elle connaît tout sur le glacier Fetchenko, évidemment, mais elle n'avait pas conscience que c'était les sources de la mer d'Aral. Elle n'avait pas réfléchi à ça. Et les gens qui sont à la mer d'Aral, qui travaillent sur le recul, etc., ne s'intéressent pas tellement au glacier. Alors que moi, je trouvais ça rigolo d'aller faire le lien. Ouais, vous avez bien fait. Et du coup, l'Agence française de développement, qui essaye aussi de faire des petits projets ponctuels là-bas, nous a même un peu financé. Donc, on a réuni plein de gens. Enfin, moi, mon livre n'est pas du tout technique, mais moi, j'avais voulu en faire vraiment un récit de voyage, mais ça m'a intéressé, par contre, d'aller voir des gens qui étaient spécialistes du sujet. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je propose qu'on fasse des questions de manière plus La informelle dernière autour question, de... Madame s'est Ouais. levée. Oui, oui. Ah non, on ne prend pas la question. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Les alliances françaises, elles sont où? Moi j'étais Vladivostok, Donetsk, et puis après en Ukraine, brièvement, Odessa et Kharkov, encore on dit Kharkiv maintenant. Voilà. Oui, il fallait pas la prendre celle-là. Merci. C'était pas dans le thème. Et merci, bonne soirée, beaucoup. bonne suite de festival.